Bienvenue à Grimley, maison de retraite pour créatures fatiguées. Tu es la nouvelle infirmière, pas vrai? La voix, ni chaleureuse ni hostile, flottait dans l'air, comme un murmure dont on n'était jamais tout à fait certain. Je me retournai. Il souriait. Pas un sourire large ou accueillant, un sourire en coin, à peine esquissé, comme un clin d'œil que seuls les murs du couloir semblaient comprendre. Je m'en doutais. Tu dégages cette nervosité typique des premières fois. Il s'appelait Charlie. Il me tendit une main qu'il n'attendit pas vraiment que je serre. Son badge était vieux, jauni, les lettres presque effacées, mais son regard vif, moqueur, presque trop calme, ne laissait pas de doute. Il avait vu des choses, peut-être trop. T'inquiète, tout le monde est paumé le premier jour. Je te ferai faire le tour plus tard. Mais d'abord, laisse-moi te parler un peu de moi. C'est important de savoir avec qui tu vas travailler ici. Charlie s'installa sur un banc en bois usé près du mur. Le néon au-dessus de lui clignotait faiblement. J'étais un gamin comme les autres. Enfin comme les autres dont les parents pensent que l'excellence est une religion. Tu vois le genre bulletin parfait, prix de sciences, concours d'orthographe à gogo, manuel scolaire épais comme des briques. Il parlait vite, avec une cadence étrange, entre confession et chronique. Un ton qui disait « Tu n'es pas obligé de m'écouter, mais tu ferais mieux ». Ma mère était institutrice, mon père dentiste. Ils ne m'ont jamais dit explicitement ce qu'ils attendaient. Mais chaque fois qu'ils disaient « Dr Charles », leurs yeux brillaient comme si le futur leur appartenait déjà. Ils n'en paraissaient pas amers, juste lucides. J'aimais ça, au fond, comprendre le vivant. La biologie avait une logique. La chimie, c'était un puzzle qu'on résout avec patience. Les molécules ne te mentent jamais, elles. Et quand j'aimais pas, je continuais quand même, parce qu'on continue quand ses parents se privent de vacances pour payer des cours de préparation au M4. Il haussa les épaules, le regard perdu dans une tache d'ombre au sol. J'ai fait la prépa à la fac, les nuits blanches à réchauffer des burritos au micro-ondes entre deux dissections. Je n'étais pas le plus brillant, mais j'étais celui qui ne lâchait jamais. Le genre à s'endormir sur sa table de bibliothèque avec des restes de dîner collés à la joue. Un bref rire sans joie s'échappa. J'ai survécu aux cours, aux stages. J'ai fréquenté des hôpitaux qui sentaient le désinfectant bon marché et le café froid. Je faisais la chose. Tu sais, est la chose dont tout le monde parle comme si c'était le seul chemin valable. Et pourtant, il manquait quelque chose. Et puis, il y a eu Grimley. Charlie s'interrompit, comme s'il goûtait le nom dans sa bouche. Il ne disait pas Grimley's Home comme on dirait clinique ou maison de retraite. Il le prononçait avec une solennité discrète, comme s'il évoquait une cathédrale oubliée ou un secret trop longtemps gardé. C'est arrivé par hasard. Enfin, si tu crois au hasard. Moi, je commençais à ne plus y croire. Il inspira longuement, les yeux fixés quelque part dans un souvenir brumeux. C'était un week-end de bénévolat, une clinique rurale, quelque part entre Pinolo et un bled sans nom. J'ai pris un mauvais virage, GPS mort, plus de signal. Et là, ce portail en fer forgé, un panneau tordu qui disait juste Grimley's Home. Il me regarda, le regard brillant, et je suis entré. Va savoir pourquoi, 5 ans plus tard, j'y suis encore. Il n'essaya pas de me convaincre. Il constatait, simplement. Mes parents, incompréhension totale. Ma mère m'a regardé comme si je lui avais dit que je voulais faire du trapèze en Sibérie. Une maison de retraite, qu'elle a dit, et mon père, mais c'est reconnu au moins. Il eut un petit rire en coin. Je leur ai répondu que je m'y sentais bien, qu'ils n'avaient pas besoin de comprendre. Et ils ne posent plus trop de questions maintenant, surtout quand je les aide à payer leurs prêts immobiliers. Il se redressa, plus sérieux. Tu dois te demander ce que Grimley a de si spécial. Pourquoi un type comme moi, formé pour les urgences, les blocs opératoires, les hôpitaux qui s'étendent sur 18 étages, choisirait de rester ici, dans cette vieille bâtisse au fond des bois. Il marqua une pause, puis murmura « Tu vas voir, mais pour ça, faut d'abord que je te raconte l'histoire du lieu. Au début, Grimley, c'était banal. » Il haussa les épaules. Mur beige, musique d'ascenseur, couloir si long que tes genoux grincent rien qu'en les regardant. Une odeur de soupe, de lotion pour les mains et de moquette trop ancienne, rien d'original. Son regard s'assombrit. Puis Monsieur Grimley a passé un marché avec un démon. Il laissa flotter le silence, comme pour mesurer ma réaction. Je ne bronchais pas. C'était avant que j'arrive. Mais tout le monde ici le sait, même si personne n'en parle franchement.
Il reprit plus doucement. Ma première fois avec lui, je m'en souviens comme si c'était hier. 2 semaines après mon arrivée, 5 heures du matin, je faisais l'inventaire des fournitures dans le couloir S, celui qui tangue comme un vieux bateau. Il serra les dents. Il est apparu au coin du couloir, lent, une jambe traînante, une canne qui claquait toutes les 3 secondes. Il avançait comme si le couloir était trop étroit pour lui, alors qu'il ne prenait presque pas de place. Charlie s'arrêta, le regard devenu lointain. Ce que j'ai senti en premier, c'est l'odeur. Le clou de girofle, oui, mais surtout cette note en dessous, comme si quelqu'un avait brûlé une bibliothèque et tenté de cacher les cendres dans sa poche. Il me fixa, grave. Il m'a croisé, a hoché la tête très poliment. Mais je ne pouvais pas bouger. Tu sais pourquoi? Il n'avait pas d'yeux. Rien. Pas de paupières. Pas de cicatrices. Juste une peau lisse pâle, comme si quelqu'un les avait effacées proprement, au crayon. Après cette première rencontre, j'ai commencé à poser des questions. Discrètement, pas trop. Charlie s'était remis debout, les mains dans les poches, l'air pensif. Personne ne m'a jamais tout dit, jamais en une fois. C'était des bribes, des regards, des silences. Mais ça revenait toujours au même, la Nouvelle-Orléans. Il se gratta le menton. Un jour, il a disparu. Monsieur Grimley, juste, plus là. Il a fermé la maison à clé et est parti vers le sud, sans prévenir personne. Personne ne savait pourquoi. Il s'interrompit. Il est revenu presque 3 semaines plus tard, à l'aube, debout devant le portail, les chaussures couvertes de boue noire, les mains tremblantes, le regard vide. Charlie baissa la voix. Depuis ce jour-là, il boite. Il ne parle plus qu'en demi-phrase, et il ne cligne plus jamais des yeux. Le décor aussi avait changé. Les murs paraissaient plus vieux. Les lumières clignotaient comme si le câblage souffrait. Certains radiateurs ne chauffaient plus, même à fond. Et puis il y a eu les visiteurs. Il me fixa. Il ne téléphonait pas, ne sonnait pas à la porte. Certains arrivaient dans des voitures noires sans bruit. D'autres à pied, valises démodées à la main, habillés comme en 1930. Un homme portait un costume cousu de plumes et de boutons en verre. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais rien à dire. Personne ne posait de questions. Grimley les attendait. Ils se tenaient à la porte, un hochement de tête, et ils entraient. Certains restaient un mois, d'autres pour toujours. Quelques-uns ne sortaient jamais de leur chambre. Charlie sourit, mais pas comme quelqu'un qui plaisante. Ici, on a des règles. On les suit, pas parce qu'on est des maniaques du protocole, mais parce qu'on veut rester entier. Il leva un doigt. Règle numéro 1. On ne pollute l'argenterie qu'après que les loups-garous soient couchés. Jamais avant. Il me vit lever un sourcil. Ouais, je sais. Je suis infirmière, pas femme de ménage. Mais à Grimley, tout le monde met la main à la pâte. La cuisinière a une jambe en bois. Le plongeur refuse de toucher quoi que ce soit de rond. Ne demande pas pourquoi. Il désigna une armoire près de la cuisine. L'argenterie est réelle. Pas plaque. Elle brille comme la foudre gelée quand elle est bien propre. Et elle doit l'être. Les sorcières n'aiment pas les bords ternes. Ça perturbe leur purification. Il grimaça. Une fois, un sort a rebondi dans la file de la soupe. Résultat, plus personne ne mange de coquillettes ici. Il se pencha légèrement, voix plus grave. Mais surtout, jamais quand les loups-garous sont réveillés. Ce n'est pas une allergie, c'est personnel. Ça les brûle. Comme toi quand tu entends une fourchette racler une assiette. Sauf que chez eux, c'est physique. C'est principalement à cause de lui qu'on a cette règle avec l'argenterie. Charlie me conduisit jusqu'au couloir, et celui dont les poignées de porte semblaient avoir été griffées à coups de patience. Pas le seul concerné, mais de loin le plus expressif. Il s'arrêta devant une porte usée, premier battant à gauche. Chambre 22, Monsieur Randall. Le nom était inscrit sur une petite plaque de cuivre terni. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais on sentait dans l'air une tension sourde, un silence chargé comme l'avant d'un orage. Vieux loup-garou, son pelage à la couleur de la cendre d'un feu de cheminée éteint. Il boite pas à cause de l'âge, mais à cause d'un accident de chasse en bide. Il n'en parle jamais. Par contre, il parle de la guerre. Personne n'a jamais su laquelle. Charlie croisa les bras. Il a un problème avec les fourchettes. Pas les couteaux, juste les fourchettes. Surtout les émoussées. Il esquissa un sourire fatigué. Quand j'étais encore le nouveau, j'ai demandé à Martha, la vieille infirmière de nuit, pourquoi il gardait toujours une fourchette dans sa chaussette. Elle m'a dit pour l'équilibre, et parce qu'un jour, quelqu'un lui a tendu un couteau à beurre en argent au petit déjeuner. Je fronçais les sourcils. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Charlie se contenta d'un regard lourd. Elle m'a juste répondu. Souviens-toi de ça, beignet au bacon. Il se détourna de la porte. C'est la seule chose qui l'apaise. Pas la camomille, pas les pilules. Des beignets au bacon. On garde toujours une boîte dans le congélateur avec une étiquette « Urgent Randall ». S'il commence à s'agiter, on en dépose un près de la table de bingo. Surtout ne pas lui tendre. Tu le laisses. Il le trouvera comme un chat coupable. Je n'osais pas demander s'il plaisantait. Il peut être sympa parfois. Il raconte des blagues sèches, pince sans rire. Il a même un petit côté attendrissant. Mais ne sois jamais là quand il est de mauvaise humeur. Surtout si tu tiens un objet en argent. Il s'arrêta, pensif. On a eu un infirmier temporaire l'an dernier, Jared. Le genre à croire que les règles sont juste des suggestions. Il voulait polir les couverts en avance pour finir son service plus tôt. Il est entré dans la salle à manger, est à 20h30. Mauvaise idée. Je sentis une tension glaciale dans la suite du récit. Randall a aperçu l'éclat d'une louche fraîchement polie depuis le couloir. Il n'a rien dit. Il s'est approché derrière Jared et il l'a enfoncé dans ses côtes, côté plat. Pas pour tuer, juste pour faire comprendre. Charlie me fixa. On n'a plus jamais entendu parler de Jared. Quand tu poliras l'argenterie, le chiffon deviendra noir au bout du 3e couvert. C'est normal. L'odeur du produit va te coller aux doigts toute la nuit. Utilise l'évier du fond. Celui de la cuisine déborde quand on fait couler de l'eau chaude trop longtemps. Il reprit un ton plus bas. Tu entendras parfois des pas dans le couloir. Tu auras envie de regarder. Ne le fais pas. Parfois c'est juste le concierge. Parfois non. Garde les yeux baissés. Continue de polir. Rythme, frotter, retourner, rincer, empiler. Il me tapota l'épaule. Et quand tu repasseras devant la chambre 22, fais-le doucement. Si tu entends quelque chose bouger derrière la porte, continue de marcher. Quand j'ai entendu parler du vampire du crawl space pour la première fois, j'ai cru que Martha me faisait une blague. Charlie haussa les sourcils, mi-amusé, mi-résigné. Elle m'a tendu un paquet de bonbons tout sautant, écrasés et jaunis. Et elle m'a dit « garde-les pour Gary. Il aime bien quand ça picote. » Il secoua la tête. J'ai roulé des yeux, bien sûr. Gary le vampire asthmatique. Je pensais qu'elle testait ma crédulité. Elle a ce côté un peu cruel, Martha, mais alors il y eut la toux. Pas une toux humaine, pas même une toux animale. C'était, il fit un geste vague, comme s'il tentait de modeler le son entre ses mains, humide, écorché, comme un chat noyé qui essaierait de parler en latin. Ça venait de derrière les murs, juste au-dessus du long couloir S, celui avec la sortie de secours bloquée. Trop profond pour être un tuyau, trop rythmé pour être une bête, trop désespéré pour être ignoré. Charlie s'accroupit. J'ai suivi le bruit jusqu'à une grille d'aération près du placard de fourniture. J'ai tapoté le paquet contre la grille doucement, et là, un frisson lui remonta l'échine. Une main a jailli, grise, maigre, tordue, comme faite de branches de peuplier blanchies. Elle a attrapé les bonbons et disparu dans un souffle, un bruit de papier froissé, un soupir long comme une nuit sans fin. Et puis le silence. Gory n'est pas méchant, il est déchu. Avant c'était un grand vampire, paraît-il. Noble, majestueux, manteau à col relevé, regard de pierre, cape dramatique, l'archétype. Il s'appuya contre le mur, mais un jour il a bu du mauvais sang. Un prêtre mourant, une sorcière malade ou un enfant trop pur, les versions varient. Ce qu'on sait, c'est que ça l'a tordu, pas tué, juste abîmé. Il se déplace désormais dans l'espace entre les murs rampants, trop de griffes, trop de honte. Il refuse qu'on le voie, dit que c'est une question de fierté, mais ses poumons, ruinés. Ça fait 30 ans qu'il respire des fibres d'isolant. Résultat, il tousse, beaucoup, fort, régulièrement. La première fois que je lui ai parlé, j'étais accroupi près de la grille. J'ai murmuré « Ça va là-dedans ?» Silence. Puis une voix éraillée, sifflante « Tu, à celui, au goût de menthe et de chaussures de funérailles ?» Charlie mima son air abasourdi. L'original, oui, celui qui pique l'intérieur du souvenir. Il sourit à ce souvenir improbable, il en veut surtout les jeudis, et quand il pense à de la poésie, ce qui apparemment est souvent. Maintenant, je lui apporte toujours une poignée de pastilles quand je travaille. Il raconte des histoires, en charabia roumain, en grognement, je hoche la tête, je souris, je comprends pas tout, mais ça suffit. Il s'arrêta devant la grille. Le plus important, c'est de ne pas oublier, ce n'est pas un rat, pas un bruit de tuyauterie, c'est Gary, et si tu ne veux pas qu'il réveille les sorcières, tu lui offres une douceur.
Tu sauras quand tu y arriveras, ce n'est pas un endroit, c'est une impression. » Charlie parlait doucement, comme s'il craignait d'être entendu à travers les murs. Le sol change, les carreaux deviennent vert mousse, dépareillés, comme s'ils avaient poussé là. Et l'air, il n'est pas vicié, il est dense, comme si les pensées y pesaient plus lourd. Il me lança un regard perçant. « Respire pas trop fort, le parfum peut t'emmener ailleurs. Cannelle, cendre, feuilles oubliées, ça te fait tourner un peu la tête, comme si tes souvenirs portaient les mauvaises chaussures. Les sorcières ne dorment pas vraiment, elles ferment les yeux parfois, mais leurs pensées restent debout. Elles brassent, elles fredonnent dans des langues jamais traduites. » Il fit une moue, presque admirative. « Leurs portes sont toujours chaudes, toujours fermées, sauf quand elles ne le sont pas, et quand c'est le cas, tu passes ton chemin. Elles t'offriront du thé. » Cette fois, sa voix avait la fermeté du marbre, parfois en souriant, parfois sans un mot, juste une tasse fumante tendue dans une main tachée d'herbe et de lune. Le piège, c'est que ça ne semble pas dangereux. Charlie s'approcha d'un meuble où reposait une tasse fêlée. Ça peut sentir la vanille, le gingembre, le cidre chaud. Ça évoque ta grand-mère, un hiver doux, l'odeur des couvertures. C'est fait exprès, c'est le piège. Il me fixa intensément. Tu bois et tu perds. Parfois c'est subtil, un orteil en plus, des mèches de cheveux qui tombent quand tu ris, une absence dans ton portefeuille ou quelque chose d'autre, 5 dents, ton reflet, ta voix pendant une pleine lune. Il se passa une main sur le visage. Le pire, c'est que tu ne le remarques pas tout de suite, ça s'efface doucement, comme une tache dans une tapisserie qu'on n'ose plus regarder, et quand tu veux récupérer ce que tu as perdu, il est trop tard. Elles ne font pas ça par cruauté, ce serait plus simple si c'était le cas. Non, c'est la curiosité, l'expérimentation, comme des enfants qui démontent une montre sans vraiment vouloir la réparer. Charlie grimaça. Martha est la seule qu'elle tolère. Elle boit leur thé sans broncher. Elle l'appelle vieille amie des eaux. J'ai jamais aimé ce surnom. Elle, ça ne la dérange pas. Il désigna une étagère derrière lui. Parfois, elle lui offre des trucs, des bocaux de lucioles bleues, du pain qui chante quand on le coupe. Elle garde tout ça dans son bureau, comme des souvenirs de mauvais rêves apprivoisés. Elle dit que quand elle ne s'amuse pas à piéger, leur thé est le meilleur du monde. Moi, j'en saurai jamais rien, et toi non plus. Il s'approcha, plus proche que jamais, comme pour murmurer un serment ancien. Si elle t'offre une tasse, tu dis non, tu dis que tu jeûnes, que tu es allergique au gingembre astral, que ton estomac se retourne au moindre hibiscus, tu inventes, mais tu ne bois pas. Sa voix devint un murmure dur comme une enclume. Parce que à partir du moment où tu acceptes leur thé, tu n'es plus une visiteuse, tu fais partie du jeu, et elle ne joue jamais selon nos règles, tu entendras les cartes avant de voir la lumière. Charlie s'arrêta devant un long couloir, à peine éclairé. Au fond, une porte fermée derrière laquelle filtrait une lueur tremblante, comme celle d'un feu oublié, la salle 12. Personne ne s'y rend volontairement, et ceux qui le font, eh bien on les regarde différemment après. Il se tourna vers moi, grave. Les créatures qui jouent là ne sont pas particulièrement dangereuses, pas comme le boogeyman ou les sorcières, mais elles sont vieilles, vieilles comme la première promesse, vieilles comme le silence des dieux oubliés. Elles jouent, toujours, pas pour passer le temps, pas pour s'amuser, parce que c'est dans leur sang, dans leur chair, dans la logique même de ce qu'elles sont. Charlie s'adossa au mur, comme pour soulager un poids. Tu vois, avant les monstres passaient des marchés avec les humains, des vrais marchés. Donne-moi ton nom, je t'offrirai du pouvoir. Abandonne ton premier-né, je protégerai ton village. Ce n'était pas toujours cruel. C'était une structure, des règles, un système. Il leva les yeux vers la porte. Aujourd'hui, on ne croit plus à ces pactes, mais eux, ils sont toujours là. Et ils continuent de jouer. Charlie m'expliqua les pensionnaires. Grain, le loup-garou édenté. Il garde une dent en argent dans sa poche, gagnée il y a 300 ans. Il mâchonne ses cartes quand il est concentré. Bella, la sirène fanée. Ses cheveux traînent comme des algues. Elle apporte son propre fauteuil, garni de serviettes humides. Elle sent la cave et la pierre mouillée. Cobb, noyé depuis des décennies, il dégouline en permanence, même sec, il mise des pièces de monnaie d'empire disparues, des trésors oubliés de civilisations submergées. Et Mary, il ne parle jamais. Elle chante du nez, un air sans mélodie, et regarde les cartes comme si elles allaient mourir. Charlie me fixa à nouveau, plus tendu que jamais. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Si tu entres, ils te verront comme un joueur, et un joueur doit miser. Je sentis un froid glisser dans ma nuque. Pas d'argent, pas de jetons, ce qu'ils veulent c'est ce que tu portes encore. Il me regarda dans les yeux. Un os, une dent,
une phalange, une promesse de douleur livrée dans un mouchoir, quelque chose qu'ils peuvent palper, poser sur la table et faire tourner comme un trophée. Il soupira. Un nouveau Denis y est entré. Il pensait que c'était pour rire. Ils lui ont demandé ce qu'il misait. Il a souri, a sorti une dent de sagesse, extraite la veille. Il serra les poings. Il a gagné une sorte de peigne en argent, décoré de plumes de chouette. Jolie pièce. Il était ravi. Mais il ne l'est pas resté longtemps. Le lendemain, il a appelé malade. Douleur dans la mâchoire. 2 jours plus tard, il s'est arraché 2 dents supplémentaires. Il disait que les autres devenaient jalouses. Charlie secoua la tête. Il a quitté Grimley, mais il parle encore dans son sommeil. Et quand il le fait, ses mots sonnent comme des mises. Martha m'a dit un jour, les monstres font des affaires. Toujours, c'est leur nature. Je demandais, mais nous on ne leur propose plus rien. Non? Il m'avait regardé, longtemps. Bien sûr que si, chaque fois qu'on reste un peu trop près de la porte, chaque fois qu'on écoute, chaque fois qu'on hésite, sa voix était redevenue froide, nette, tranchante. Tu n'as rien qu'ils désirent, jusqu'à ce que tu leur ouvres une fenêtre. Et alors tu deviens une pièce sur leur plateau. Charlie me désigna la porte au fond du couloir. Alors retiens bien ceci, ne plaisante jamais avec la salle 12. Ne rentre pas, ne les écoute pas, ne t'assois pas. Charlie s'arrêta net, comme s'il venait de heurter quelque chose d'invisible. Il y a une porte au fond du 3e étage, rouge, pas rouge pompier, ni rouge sang, rouge rouille, rouge oubli. Il parlait bas, plus bas que jamais. Chambre 32. Le numéro est vissé de travers. Une plaque en métal bon marché, posée à la hâte. C'est le seul indice qu'elle est bien là. Le couloir menant à la chambre semblait s'étirer, se distordre, comme s'il refusait d'approcher. Même les murs semblaient vouloir s'en éloigner. La peinture y pelait différemment. L'air y était figé. Aucune femme de ménage n'y monte. Même le planning l'ignore. Le mardi, le cuisinier laisse un plateau devant la porte. De la viande crue, rien d'autre. Il ne frappe pas, il ne parle pas. Il s'éloigne tête baissée. Je demandais, il y a quelqu'un à l'intérieur? Charlie me regarda longuement. On pense que oui, mais personne ne l'a jamais vu entrer. Il n'y a pas eu de camion de déménagement, pas de signature, pas de nom sur le registre. Il reprit sa marche lentement, comme si les mots eux-mêmes lui faisaient mal. Un jour, la pièce était vide. Le lendemain, elle avait un numéro et un occupant. Et puis il dit sans détour, on pense que c'est lui, le boogeyman. Je restais figé. Pas un boogeyman, le boogeyman, celui qui vivait dans les placards, sous les lits dans les coins sombres des souvenirs d'enfance. Celui qu'on désapprend à craindre sans jamais vraiment l'oublier. Charlie hocha la tête. C'est ce que les monstres ici disent quand ils parlent de lui. Lui, il n'a pas de règles. Même les pires pensionnaires baissent la voix quand ils évoquent la chambre 32. La plupart des monstres ne font pas de mal aux enfants. Ils les effraient, oui. Ils sifflent sous les fenêtres, rampent dans les greniers, mais les blessés, non. Il y a une ligne invisible qu'ils ne franchissent pas. Il se rapprocha de moi. Le boogeyman, lui, il la traverse. Il l'ignore. Il prend les enfants, non pas pour les punir, ni par vengeance, juste parce que ça lui plaît. On raconte qu'il sortait des placards pendant que les parents se disputaient, qu'il rampait hors des trappes qu'on croyait condamnées et qu'il les attrapait avant même qu'ils aient le temps de crier. Il n'y avait plus de mépris ni d'indignation dans sa voix, juste une terreur froide et sobre, celle d'un homme qui sait qu'un mal existe et qu'il n'y a rien à faire contre lui. Personne ne sait ce qu'il ressemble aujourd'hui, ni pourquoi Grimley l'a fait entrer. Peut-être qu'il était devenu trop dangereux dehors, peut-être que c'était dans le pacte, celui que Grimley a scellé à la Nouvelle-Orléans, celui qui a changé cet endroit à jamais. Il me fixa. Mais peu importe la raison, ce qui compte c'est ça, on ne va pas près de la porte rouge. Charlie me fit signe de m'approcher du rebord de l'escalier, juste assez pour entrevoir, au bout du couloir tordu, la chambre 32. Même à cette distance, l'air semblait y frissonner. Tu ne la touches pas, tu ne la regardes pas trop longtemps, tu ne fais pas de blagues dessus, tu n'en parles pas à Grimley, tu ne demandes pas ce qu'il y a derrière. Sa voix était une prière, une menace, un avertissement, parce qu'il y a des choses que même les monstres refusent d'affronter, et ce qui se trouve là-dedans ne devrait jamais être réveillé. Charlie me sourit, pour la première fois sans ironie, un sourire sincère, fatigué mais vrai. Voilà,
T'as survécu à l'initiation. Il croisa les bras et s'adossa à la rambarde, les yeux dans le vide. T'as appris les règles, celles qu'on ne t'écrira jamais dans un manuel, celles qu'on suit comme des rituels, et surtout celles qu'on ne trahit pas. Il les énuméra, presque à voix basse comme un vieux psaume oublié. Tu sais qu'on ne polide jamais l'argenterie avant que les loups-garous soient couchés. Tu sais que le bruit dans les murs, c'est pas une canalisation, c'est Gary et il veut juste ses bonbons. Tu sais que les sorcières de l'aile ouest jouent avec la réalité comme on tord un fil de laine. Et qu'un thé sucré peut te coûter quelque chose que tu ne savais même pas avoir. Tu sais aussi ce qui se passe derrière la porte de la salle 12. Et pourquoi tes dents valent plus qu'un sourire là-bas. Il inspira, et surtout, tu sais qu'il y a une porte rouge. Et que personne, pas même nous, ne doit vouloir savoir ce qu'il y a derrière. C'est ça, Grimles. Il haussa les épaules. Pas de tableau d'activité, pas de vendredi hawaïen, pas de jazz en fond sonore. Juste des couloirs pleins d'ombre, des pensionnaires pleins d'histoires, et nous. Il se tourna vers moi. On n'est pas là pour guérir. Pas vraiment. Ce qu'on fait, c'est offrir un peu de paix, une routine, une reconnaissance, une poignée d'heures où même les monstres les plus fatigués peuvent se sentir compris. Puis il regarda sa montre et sourit. 21h30, les loups-garous sont couchés. Il m'indiqua la salle à manger. Tu veux commencer doucement? Très bien. Première mission. Tu ouvres l'armoire noire près de la cuisine. Tu prends le plateau. Tu utilises le chiffon vert, pas le bleu. Tu t'assois près de la fenêtre. Tu restes calme. Il me laissa là dans le couloir. Seul le grincement discret d'un parquet lointain semblait veiller. Alors j'ai marché. Pas vite, pas lentement. J'ai ouvert l'armoire, pris le plateau, saisi le chiffon vert. Je me suis assis. Et lentement, j'ai commencé à polir l'argenterie. Autour de moi, Grimles dormait à moitié, mais je savais désormais que le sommeil ici n'était jamais tout à fait complet, et que dans ce lieu, chaque nuit était un rituel, chaque couloir une frontière, chaque pensionnaire un secret, et chaque règle un rempart contre ceux qui restent affamés. Tu ne regarderas plus jamais les maisons de retraite de la même manière.